Dans cette troisième partie de l'exercice, on cherche à mettre en place les règles et les conditions qui vont permettre à un technicien se trouvant ici d'accéder en remontant par internet et donc en rentrant ici sur ce point-là au bureau à distance de cet ordinateur-là, mais également au bureau à distance de cet ordinateur-là. Alors le bureau à distance, c'est une application propre à Microsoft, possible en fait sur tous les postes version professionnelle. Donc par exemple moi j'utilise des XP Pro. Cette application en fait elle est accessible, elle est possible je disais, mais il faut l'activer. Et elle va permettre depuis un endroit distant de prendre le contrôle en mode graphique, c'est-à-dire d'avoir accès à l'écran, le clavier, la souris. Et donc ce que je veux, moi, c'est que quelqu'un qui se trouverait ici arrive à remonter dans l'entreprise et dans la sous-partie du réseau de l'entreprise, c'est-à-dire dans le deuxième réseau. Et pour ça, il va falloir que je mette en place des règles. Alors peut-être ici, peut-être là, peut-être sur les deux, on va essayer de le comprendre. Donc, un petit rappel des éléments de l'étape numéro 2. On avait mis en place au niveau de ce routeur-là, dans la première étape du NAT qui permettait au PC se trouvant ici d'accéder à Internet, et dans la deuxième étape on avait mis le NAT en place ici et une configuration réseau qui permettait à ce PC là de traverser ce réseau entre guillemets sans être vu, ce qui veut dire que l'adresse IP qu'il utilise ici devient transparent pour eux grâce au NAT. Alors ça a été expliqué dans l'exercice numéro 2 en détail et mis en œuvre. Et ici, maintenant, dans cette troisième partie, on a un petit peu l'inverse qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on veut faire le chemin inverse. Et on a toujours comme objectif de faire fonctionner nos éléments sans modifier l'existant, c'est-à-dire sans perturber ou bien remettre en question ce qu'on a fait. Et donc, on est dans cette troisième partie où, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite, mais on veut mettre en place une communication vers PC1, PC2, on va pour ça mettre en place des règles PAT. PAT, ça veut dire en fait qu'il y aura une redirection de port. Et les ports, nous on sait que le port déjà que l'on connaît, je l'ai rappelé à l'instant, mais je vous l'ai mis ici, le port du bureau à distance de Microsoft, c'est une connexion qui va vers le port 3389 associé au protocole TCP. Et ça ne changera pas. Donc, il faut créer des règles et on va voir comment et de quelle manière ça va pouvoir être testé. Donc, sur les machines, alors je vais prendre par exemple la machine rouge qui était le PC2. Celle qu'on a rajoutée en fait en deuxième partie. Je vais vous montrer comment on peut vérifier si le bureau à distance est activé d'une manière un peu technique. Vous ouvrez un mot de commande, CMD, et vous affichez avec cette commande que je vais vous expliquer les connexions réseau. NetStat, c'est pour voir les statistiques du réseau. Et dans statistiques, il y a aussi les connexions et les éléments de connexion, locaux ou distants. -AN, c'est une option qui va dire qu'on veut voir ces statistiques, toutes ces statistiques, all, A comme all, tout en anglais. N en numérique. Numérique, je vais modifier un peu l'affichage, qu'on a un petit peu du mal à voir. Numérique, ça veut dire qu'on veut les voir et non pas interpréter, mais exprimé sous forme de numéros. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà quel est le numéro qu'on vise, c'est le 3389. Et ensuite, on comprend -P, ça veut dire protocole TCP. Donc je vais faire entrer, et je cherche ici, est-ce qu'il y a une valeur 3389. Alors généralement, enfin c'est pas généralement, hein, ça se situe à droite de l'adresse. À gauche, c'est le champ pour les 4 octets de l'adresse, à droite, séparé par 2 points, c'est le numéro du port. Est-ce qu'il y a le port 3389? Non. Donc, je vais laisser cette fenêtre ouverte. On va activer ce service. Pour activer le service, dans poste de travail,
on va pouvoir activer le service. Avant de poursuivre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le bureau à distance, dans cette fonction, on entend bien le mot distance, qui veut dire qu'on prend le contrôle à distance depuis un poste éloigné. Et il va évidemment falloir se connecter, on dit se loguer, sur cet ordinateur. Donc il va falloir connaître un utilisateur défini sur cette machine, et défini et valide. Mais il faut que ce compte utilisateur ait un mot de passe. Parce que si c'est pas le cas, c'est tout à fait permis de ne pas avoir un mot de passe, c'est pas le problème. Mais les protocoles de connexion à distance exigent, et ça c'est par habitude, on trouve ça partout, que la connexion soit un minimum sécurisée. Ça passe par au moins le fait qu'il y ait un mot de passe. Si vous avez un compte qui n'a pas de mot de passe, c'est même pas la peine d'essayer de vous connecter à distance, le système ne va pas accepter. Donc on va vérifier, et je vais vous montrer comment on fait pour cette histoire de mot de passe, que le compte a bien un mot de passe, sinon on va en mettre un. Et on va aussi vérifier, et en tout cas on vient de le faire, hein, la vérification, le port n'étant pas ouvert, on va l'activer. Première étape, mot de passe. Alors, il y a différentes manières d'accéder là où je vais aller, à vous de faire selon vos habitudes et vos préférences. Mais l'idée c'est d'aller dans le gestionnaire des utilisateurs en premier. Donc moi j'y vais comme ça, en faisant un clic droit sur poste de travail. Dans cette boîte contextuelle, je vais cliquer sur gérer. De là, j'ai les utilisateurs et je vais pouvoir vérifier. Alors les comptes qui sont désactivés sont en rouge, moi il ne m'intéresse pas cela, moi je vois que j'ai user et administrateur. Bon, je vais utiliser le compte administrateur, je vais cliquer droit dessus et je peux définir un mot de passe. Je vais mettre Poséidon pour ne pas changer mes habitudes de plus de 25 ans d'âge, qui consiste à utiliser ce mot de passe qui sert de laboratoire en fait, hein, il n'est pas un mot de passe que je mets en situation de sécurité, rassurez-vous. Donc voilà le mot de passe, le compte est activé, il n'y a pas la croix rouge. Alors éventuellement, si vous voulez modifier un compte qui est désactivé et vous voulez le réactiver, vous décochez cette case. Par exemple c'est le cas, elle est cochée par défaut dans Windows 7, ou Windows 8, Windows 10 également. Voilà, donc mon compte est activé, il a un mot de passe. Maintenant je vais activer mon port 3389, c'est-à-dire l'application bureau à distance. Ça se fait, ça ressemble, hein, je choisis le même départ, mais au lieu de faire gérer, je vais faire propriété. Et là, il suffit de regarder, d'être un peu curieux, et vous allez voir qu'ici, on peut voir un truc qui nous évoque l'accès à distance. On sélectionne. Et en fait, si vous cherchez bureau à distance, il suffit de cocher cette case, ici. Tac. Maintenant, l'administrateur, c'est l'utilisateur que je vais utiliser, et comme vous le savez, et comme vous l'entendez, d'après son nom, l'administrateur, c'est le personnage principal de cette machine. Mais si je voulais permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à distance, j'irais, en cliquant ici, là, sur ce bouton, j'irais les ajouter. Bon, moi ça me suffit, administrateur. Je coche cette case, c'est fait, je fais appliquer, je fais OK, je vais revenir ici, je vais refaire la commande, et vous pouvez constater que le port ici, il est visible ici. Donc c'est bien l'application de bureau à distance qui s'est déclenchée, qui a démarré. Voilà, donc c'est fait. Alors, je vais le faire sur l'autre machine, mais je pense que je l'avais déjà fait d'ailleurs sur cette machine. Je ne me trompe pas. Ici de fonction, donc application, voilà, vous voyez, c'est coché, mais c'est moi qui l'ai fait en fait, hein, c'est pas fait par défaut. Voilà. Donc attention, si vous utilisez par exemple, moi ici c'est un Windows XP Pro, mais si vous utilisez une version familiale de votre Windows, même par exemple avec un Windows 7, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que ça n'existe pas. Donc il faut une version professionnelle ou Ultimate. Donc voilà, c'est fait sur les deux PC. Les deux PC ont un compte activé. Et maintenant, ici, on va voir comment on met en place les règles permettant d'accéder au bureau à distance. Alors, le mieux c'est de reprendre le schéma pour comprendre un peu ce qu'on veut faire.
Le petit gars qui va vouloir se connecter, il va le faire depuis ce PC là. Le technicien sera donc ici. Il va faire une requête sortante ici, donc elle va traverser le réseau public internet. Et son point d'entrée dans l'entreprise, c'est ce point là. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas plus loin que ça, sa requête. Comme si, vous voyez là, je dessine un mur virtuel. Comme si ici, il y avait un obstacle infranchissable. Comme si ici, tout s'écrasait contre ce mur. Et pour éviter que ça se termine comme ça, que ça se finisse mal, on va créer des règles d'interception ici. Et c'est ça qui va permettre d'aller au-delà de ce routeur. Et ensuite, on pourra aller sur tout ce qui est ici. Alors regardez bien, nous ce qu'on veut c'est aller ici, dans un premier temps, mais on veut aussi aller là. Et donc par analyse, et si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, lorsqu'on va créer une règle ici, elles vont s'appliquer sur ce point-là. Il ne faut pas qu'elles s'appliquent ailleurs qu'ici. Il faut qu'elles s'appliquent à l'endroit où le problème démarre. C'est-à-dire qu'ici, les trames vont s'écraser contre ce mur virtuel. Si on ne fait rien, c'est la fin du voyage. Pour les requêtes de mon technicien, elles vont se finir ici. Donc moi je vais faire une règle ici, qui va prendre en main la requête qui arrive ici, et qui va l'autoriser à aller plus loin, en l'amenant ici, et en l'amenant là, en fait, je vais la retrouver sur ce réseau. Mais il ne faut pas qu'elle se perde sur ce réseau, donc il faut que je lui donne une destination ciblée. Une destination ciblée, c'est ce qu'on appelle un socket en réseau. Un socket, c'est quoi? C'est l'association du port et de l'adresse IP en précisant le protocole. Et c'est pour moi en fait assez simple. Je dois connaître l'adresse de ce PC là. Alors pour rappel, mais vous pouvez le vérifier très simplement, on va le faire ensemble. Ici c'était 192.168.100.1. Le port aussi, je dois le connaître et nous le connaissons, c'est 3389 pour accéder au bureau à distance, je le rappelle. Et le protocole, nous savons aussi, c'est TCP. Donc le socket, c'est TCP 192.168.100.1 2.3389. Ça, ce sera une règle qui permettra d'arriver ici. Et après, on va voir, il me faudra une règle permettant d'aller là. Alors, on va en parler après, mais c'est un petit peu différent, en tout cas un peu particulier. Donc, première règle pour arriver jusque là, c'est à établir ici sur ce routeur. Et alors, cette règle, selon les routeurs, on les appelle différemment. C'est-à-dire la mise en place de la règle, les éditeurs, les constructeurs n'utilisent pas toujours la même façon d'exprimer les choses. Mais techniquement, personne ne fait différemment. Il n'y a pas d'autre méthode que de faire ce que l'on appelle du PAT. Le PAT, c'est une technique, c'est une technologie qui consiste en fait à intercepter une requête pour l'emmener ailleurs, et en précisant le socket vers lequel on veut la diriger. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir tester que notre bureau à distance ici est accessible depuis ce PC là. Donc, on a tous les éléments. Maintenant, il faut voir comment dans le routeur Zero Shell on met en place cette règle PAT. Et ensuite, on testera. Donc, je vais le faire sur le premier PC, c'est-à-dire celui-ci. L'objectif est donc d'arriver ici sur cette adresse IP et sur le port. Je vais vérifier à nouveau 3389. Qu'est-ce que j'ai tapé? Hop. Voilà, 3389 et l'adresse IP. Où est-ce qu'elle est perdue? Ici. Donc comment on fait? Alors c'est donc sur le routeur qu'il faut établir la connexion, puisque c'est là qu'on va faire notre règle. 192, 168, 100.254, on se connecte au routeur. Le PAT c'est une fonction réseau. Donc il faut déjà chercher dans cette direction-là. Et c'est une fonction qui s'applique au niveau du routeur. C'est pas au niveau des services réseau qu'on peut voir ici, ou au niveau des noms de machines, ou des règles de filtrage, etc. qu'on peut voir ici. C'est au niveau du routeur. Donc je sélectionne routeur. Et le PAT, dans le jargon
qu'on trouve sur des équipements type box par exemple. On a souvent l'habitude d'appeler ça les services virtuels. Alors pourquoi? Et c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs, parce que le bureau à distance il est ici, sur cet ordi. C'est-à-dire que si on regarde cette machine, elle se trouve ici, elle ne se trouve pas là. Donc si on intercepte la trame ici, et qu'on l'emmène là, c'est bien qu'elle arrive ici, et parce que ce PC-là, lorsqu'il va faire la requête, il va avoir l'impression que c'est là qu'il va. Donc c'est comme si cette personne qui est là, lorsqu'il va faire sa requête, il va avoir l'impression qu'il prend le contrôle de ce truc-là, en pensant d'ailleurs qu'il s'agit du PC. Mais le PC il n'est pas là, il est plus loin. Donc on fait ici l'ajout d'un service virtuel. Le service de bureau à distance sera considéré ici comme présent mais de manière virtuelle. Et comment on fait? C'est tout simplement ça la règle path. Donc voilà comment on fait. On cherche serveur virtuel, c'est de l'anglais, hein, c'est ici Virtual Server. Et on a tout simplement à établir notre socket réseau. Alors notre socket, on sait que ça arrive par l'interface de sortie du routeur qui s'appelle ETH1. Quelle est l'adresse IP que vise le PC client? Alors moi je la connais, et vous aussi peut-être, mais est-ce que j'ai besoin et est-ce que j'ai surtout intérêt à la préciser? L'adresse IP étant celle-ci, celle qui est associée à ce point-là. J'ai surtout pas intérêt à la mettre, à moins qu'elle soit fixe, et ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que si elle était fixe, et que j'étais sûr que c'était définitif, je pourrais la mettre. Mais c'est pas le cas, puisque rappelons ici qu'il y a un serveur DHCP qui m'a attribué cette adresse, et qu'elle peut à tout moment changer. Donc j'ai pas intérêt à la préciser, mais à la place de la préciser, je vais indiquer que quelle que soit cette adresse IP, j'ai établi ma règle. On peut dire que toutes les adresses IP possibles ici doivent faire partie de ma règle. Toutes les adresses IP. Any, qui veut dire n'importe laquelle. Toutes mes adresses. Le protocole on le connaît, TCP. On a le choix TCP ou UDP ou bien les deux. TCP, je connais, je maîtrise, c'est TCP. Le port, je connais, c'est celui-ci. Ça, c'est la règle qui intercepte. Maintenant, la cible sous forme de socket. L'adresse, le point, le port. L'adresse du PC client. C'était celle-ci. On l'a vérifié plusieurs fois, on est sûr, on maîtrise. Le port, il me l'a mis tout seul. Si vous avez remarqué, c'est pas moi qui l'ai mis. Pourquoi et comment? Parce que, en toute logique, si c'est une règle de redirection, ce qui est le cas ici, c'est le même port que je vise. C'est juste l'adresse qui change. C'est-à-dire que c'est pas une règle qui s'arrête sur le routeur, c'est une règle qui se déplace jusque-là. Mais le port, c'est le même. Donc, il est logique qu'il le propose par défaut. Je fais plus, et on voit une règle écrite de manière simplifiée avec un socket tout à fait bien écrit ici. Il n'y a plus qu'à sauver. Et on peut faire notre premier test. Notre premier test, en fait, on a juste besoin de se rappeler et de vérifier l'adresse IP de la machine routeur. Celle qu'on pourrait appeler l'adresse publique, dans le sens où elle est côté réseau public. Et si vous vous souvenez bien, elle est là, elle n'a pas changé depuis le début de l'exercice. 192.168.1.37. Donc si je me remets le schéma sous les yeux, depuis ce PC là, je vais donc essayer de faire une requête de bureau à distance sur la 192.168.1.37 qui est affectée à cette patte là. De là, si ma règle fonctionne, elle devrait m'emmener sur le port 3389 de la 192.168.100.1 qui est cette machine là. Et je devrais voir le bureau à distance affiché. Donc pour le vérifier, on va faire une petite préparation. Je vais fermer ça. Et je vais afficher par exemple cette fenêtre là. Si on retrouve ça lorsque je vais faire mes tests, c'est que ça aura fonctionné. Comment je fais mes tests? Je prends ma troisième machine, et dans l'exercice ma troisième machine c'est le poste du technicien, mais dans la vraie vie qui est celle que nous vivons en ce moment, pour moi le poste du technicien c'est le mien. Alors voilà mon écran de mon PC sur lequel je suis en train de faire cette présentation. C'est un PC qui est sous Linux, mais ça n'empêchera pas de faire le test, parce que sous Linux j'ai également
l'application client bureau à distance. Je vais pouvoir, avec un client, me connecter à mon service de bureau à distance. Alors, je vais le faire d'une manière particulière, mais j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer en détail ici, mais on en sait assez. J'ai un client bureau à distance. Ce client, il s'appelle Remote Desktop. Et quand vous tapez R Desktop, il ne se passe rien parce que vous voyez toutes les options qu'il faut mettre. Il faut au moins donner, alors on a un résumé ici, les options, s'il y en a. Alors c'est facultatif, donc c'est entre crochets. Et ce qui n'est pas facultatif, c'est l'adresse de la machine. Ici, on indique serveur, mais ça veut dire l'adresse vers laquelle on veut se connecter. Et éventuellement le port. Éventuellement, entre crochets, le port. Donc moi, si je tape tout simplement ce qui est essentiel, c'est-à-dire R Desktop 192.168.1.37, bah, ça ne fonctionne pas. Et là, il va falloir qu'on se pose les questions. Est-ce que j'utilise mal mon logiciel? Est-ce que j'ai mal fait ma règle? Est-ce que c'est la mauvaise adresse? Est-ce que mon PC technicien est peut-être bien ou mal configuré? Enfin, il y a beaucoup de questions qui soulèvent. Mais le constat est simple, ça ne fonctionne pas. Si vous faites le test sous Linux, déjà, une bonne chose à faire, il est de passer en mode administrateur, de façon à faire votre test dans des conditions, je dirais, de laboratoire optimum. Et les conditions, c'est de passer des options avec tous les éléments qu'on connaît. Alors, bien sûr, si on n'est pas sûr, on ne fait rien. Mais si on sait, et là vous reconnaissez les paramètres en fait du compte administrateur et du mot de passe qui est associé Poséidon, et on indique l'adresse IP, et on peut même indiquer, donc on a vu sous forme d'option, le port. Donc de cette manière-là, si là ça marche pas, il y a vraiment un problème, mais pas sur ce PC. Le problème se trouve à partir du routeur ou bien du PC. Et vous voyez, ça fonctionne pas. Donc, on est dans une situation où on fait un constat et ça doit déclencher une logique de recherche de panne. Et la première chose qui viendrait peut-être à l'esprit, c'est de faire ce test. Pour vérifier que le PC client peut déjà atteindre le routeur. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend le schéma, le PC du technicien arrive bien à ce point-là. Maintenant, sur ce point-là, ETH01, il faut qu'on soit certain qu'on ait bien spécifié la bonne carte réseau ETH01 et qu'ensuite on a bien spécifié le bon socket réseau de redirection. Donc le bon port et le bon protocole et la bonne adresse. Alors pour ça, j'avais fermé la connexion ici temporairement, je vais la réouvrir. On va revenir sur routeur, on va revenir sur Virtual Server et on regarde ici. Alors on peut procéder à l'envers. Hein. L'adresse qui est visée ici est le port, c'est-à-dire, je rappelle, c'est ce que l'on appelle le socket, c'est 192.168.100.1, port 3389. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien l'adresse de ce PC là? Eh bien oui, je ne vais pas à nouveau le vérifier, on l'a fait maintes et maintes fois et on en est certain. Le port c'est 3389, le protocole c'est TCP, la carte par laquelle arrive et l'adresse par laquelle arrive la requête. Alors l'adresse on n'en sait rien, donc on met tout, mais la carte, on a mis ETH0, est-ce qu'on a bien fait? Retour sur le schéma, ETH0, est-ce que c'est cette carte là par laquelle le technicien va arriver? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que sa requête va viser ce point là pour ensuite aller plus haut? Non, 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 non. Sa requête, elle vient par là. Et elle sera routée ici. Donc il y a une erreur que j'ai commise parce que, en fait, elle est rarement vue du premier coup, cette erreur, mais elle est souvent produite parce que c'est la config, enfin c'est la valeur par défaut en fait. Donc cette règle, je ne peux pas la modifier. Je la retire. Je la sélectionne ici. Je la retire. Je n'ai pas le choix. Et je la recrée. Mais cette fois-ci, l'erreur, c'est de ne pas laisser ça sur Any,
ce qui va me prendre la première carte, c'est d'indiquer implicitement, précisément, clairement, sans me tromper, la carte de sortie, celle qui est côté réseau public. Et le reste, c'était bon. Donc on va pas générer des erreurs. Hein. 112, 168, 100.1. On va faire plus. Et vous voyez, là, cette fois-ci, ce qui saute pas aux yeux hein, par rapport à tout à l'heure, mais après cette démonstration d'erreur due à, en fait, le syndrome de vouloir aller trop vite, hein, on va dire, et ben voilà, là, j'ai fait une erreur qui a eu, en fait, une conséquence, ça marche pas. Et là, c'est plus précis. On ferme. À nouveau, je réduis, je vous montre mes deux fenêtres, hein, je vais les inverser pour qu'on puisse avoir une petite nuance par rapport à tout à l'heure. Et je vais aller relancer ma requête précise. Et là, vous voyez que il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose qui exige, qui exige pendant un temps limité. J'ai pas toute la journée pour répondre oui ou non. Mais il y a quelqu'un qui est connecté, donc si j'ai cette fenêtre, ça veut dire que si je clique sur oui, je vais le déconnecter, et peut-être ça va déstabiliser la personne, donc ça m'attire mon attention sur le fait qu'il ne faut pas que je fasse ça n'importe quand, n'importe comment. Quel cas, si je vois ce message, je prends mon téléphone, j'appelle la personne en disant est-ce que tu as besoin de travailler, est-ce que je peux prendre la main. Bon, vous voyez que là, le temps que je vous explique ça, la connexion a rendu la main. Je vais la relancer, et je vais faire oui. Et bon, ça devrait marcher, ça il se peut que soit j'ai pas de chance, mais soit j'ai mal mis mon mot de passe. Je vais attendre un petit peu. Bon, ça fonctionne. On peut voir que je suis connecté. Bon, alors, par contre, je suis en train de me rendre compte et vous aussi sans doute, que je n'ai pas la page telle que je l'avais laissée, c'est-à-dire que les deux fenêtres qui étaient ouvertes et l'écran bleu comme ou rouge, non bleu, qui était prévu. Tout simplement parce qu'en réalité, j'ai utilisé le compte administrateur, mais je ne suis pas logué en tant qu'administrateur. Dans toutes les premières parties de l'exercice, j'étais logué avec le compte user. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié ce détail, mais maintenant je comprends ce qui se passe. Alors ça ne change pas du tout l'exercice, hein. Je suis bien connecté en tant qu'administrateur sur la machine distante. D'ailleurs, il y a une petite chose amusante qu'on peut faire, c'est que si, amusante mais intéressante, hein, si maintenant que j'ai la main, si je veux par exemple voir, je sais pas, les connexions réseau, avec la commande que vous connaissez maintenant, vous allez voir qu'au niveau du port 3389, ici, on va le voir répéter une deuxième fois. Il faut chercher plutôt vers le bas. Ici, il est là. Et on voit en fait que cette machine, elle est sous le contrôle de celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, la machine du technicien, ma machine en fait à moi, hein, elle a cette adresse 192.168.1.1 et elle est connectée à ce socket réseau que nous connaissons. Et je peux affirmer que c'est connecté puisque c'est marqué que la liaison est établie. Donc je suis connecté et je vois les numéros de port qui correspondent en fait aux applications du bureau à distance ici. Voilà, donc alors je vais me déconnecter, vous allez voir que cette petite fenêtre va se fermer. Pour me déconnecter ici, je vais le faire de manière brutale, je vais faire CTRL-C. La petite fenêtre derrière, elle a disparu. Je vais revenir sur ma machine. Alors c'était pas celle-ci, je crois que c'était l'autre. Je m'aperçois que vous voyez que on voit une fermeture de session sous Windows XP, on voit les dernières connexions qui étaient établies quand il y a des applications en cours. Comme j'avais ouvert des fenêtres, ben, on peut comprendre pourquoi il y a des programmes en cours d'exécution. Et comme je me suis déconnecté de manière brutale, on peut comprendre aussi pourquoi il y a un programme en cours d'exécution sur l'administrateur.
La preuve, c'est que si je me connecte ici, en vrai, je suis pas à distance là, hein, je suis vraiment connecté sur la machine XP comme si j'étais présent au clavier. Et je retrouve la petite fenêtre que je viens de vous montrer. D'accord? Et je vais faire une vraie fermeture de session propre. Je vais me retrouver avec le gestionnaire des sessions qui va me présenter user avec simplement hop, ce qui était prévu à l'origine. Voilà. Alors regardez, on va refaire une deuxième expérience pour que ce soit un peu plus clair. Je vais superposer ces deux fenêtres. Je vais revenir sur mon ordinateur réel. Et je vais le faire, mais pas avec le compte administrateur, mais je vais faire cette connexion avec le compte user. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Regardez. Le système n'a pas pu ouvrir de session. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le domaine sont corrects. Puis entrez à nouveau. Et en fait, quand je fais OK, il me demande un mot de passe. Donc je vais remettre Poséidon. Est-ce que vous vous souvenez de l'historique de ma configuration du compte client? Je vous ai montré que j'avais mis un mot de passe à administrateur tout à l'heure. Mais il n'y a pas de mot de passe pour user. Donc, si je me log en local sans mot de passe, j'arrive à entrer en session, mais si je me log à distance sans mot de passe, voilà le message d'erreur que j'ai. En fait, c'est impossible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours associer un mot de passe. Donc en fait, vous voyez, si j'essaye de me connecter comme ça, sans mot de passe, on a vraiment l'impression qu'il y a un problème de mot de passe, mais il n'y a pas de mot de passe sur ce compte, et malgré qu'il n'y ait pas de mot de passe, et donc j'en mette pas ici, il ne veut pas le faire. Ce qui est logique, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Petit point sur le schéma. Je suis ici, avec une règle de bureau à distance, j'arrive à me connecter là. Maintenant, deuxième objectif, me connecter ici, sans perdre la possibilité de me connecter là. Et en l'occurrence, pour faire la vérification, voire la démonstration, voire en apporter la preuve, j'aimerais pouvoir vous montrer que je suis connecté aux deux en même temps, simultanément. Donc je vais vous montrer un peu les règles que j'avais expliquées dans cette présentation et que j'ai en fait volontairement un peu caché tout à l'heure. Sur le routeur R1, c'est-à-dire en fait le premier routeur, j'ai une première règle que nous venons de faire ensemble qui a fonctionné dès lors qu'on avait réparé, puisque je n'avais volontairement fait une erreur. Enfin, c'est même pas une erreur volontaire, j'avais laissé les choses se faire par défaut. Et après correction, on a bien vu que je prenais le contrôle de mon PC. Et mon PC, c'est PC1. Et PC1, il utilise le port 3389. Pourquoi ce port? Mais parce que tout simplement, ce port est normalisé. Ce port est le port par défaut de l'application bureau à distance. Donc, comment je vais faire pour accéder via ce port au deuxième PC sans annuler cette règle? Il va falloir trouver une solution et ou bricoler, j'allais dire bidouiller, parce que c'est le même port. Et si on regarde le schéma, c'est la même arrivée, c'est le même point d'entrée. Moi je suis ici, donc j'ai une adresse IP que je vise, et vous l'avez vu dans ma requête tout à l'heure, l'adresse IP c'est l'adresse publique, celle qu'on voit écrit ici. D'accord? Et celle-là, là. Le port que je vise, c'est celui-là. Donc comment, en tapant une seule requête comme ça, je vais pouvoir me connecter à deux PC, alternativement ou simultanément? C'est là toute la difficulté de cette étape. Il n'y a pas de magie, c'est pas possible. Dans l'état, c'est pas possible. Il faut appliquer une ruse. La ruse, c'est quoi? Il y a deux possibilités pour faire proprement les choses. Ce que je vais faire, je le montre par défaut et je vous l'explique. Je vais créer une deuxième règle. Donc, comme je vous ai montré la première, je vous montrerai tout à l'heure la deuxième. Je vais la créer et je vais le faire tout de suite. Enfin, dans quelques instants. Mais je vais dire que tout ce qui arrive
sur le routeur dans le port 3390 doit être redirigé vers le 3389 du deuxième routeur sur sa patte ETH 01. 02 ici dans l'explication, mais 01 en réalité. Donc tout ce qui arrive sur la patte ETH 01 du premier routeur sur le port 3390 en TCP sera redirigé sur la patte ETH 2 qui s'appelle en réalité 01 port 3389 avec le protocole TCP. Et là, on se dit, mais attends, il y a une faute. Pourquoi 3390? C'est une faute de frappe? C'est quoi? C'est un nouveau port? Qu'est-ce que c'est que cette variation? C'est pas une erreur. Et je choisis ce port parce que je sais qu'il n'est attribué à aucune application par défaut. Ici. Et je choisis aussi celui-là parce que c'est la suite logique de celui-là. Et en faisant ça, j'ai un nouveau port que mon routeur est capable de gérer, mon routeur qui se trouve ici. Il va donc gérer des connexions sur son port 3389 et il les emmènera ici. Ça il sait faire, on l'a prouvé tout à l'heure. Mais avec ma deuxième règle, en associant le port 3390 de ce routeur à cette application ici, il va pouvoir emmener les requêtes vers ce PC-là. Alors maintenant on peut se dire, mais il suffit donc de créer une règle d'ici, indiquant que tout ce qui arrive sur le port 3390 d'ici accède à l'adresse IP de ce PC sur son port 3389. Ce serait effectivement très simple. Sauf que si vous vous rappelez, lorsqu'on est ici, on ne peut pas aller dans ce réseau-là. Pourquoi? Je laisse un petit temps de réflexion, mais j'explique. Pourquoi? Parce que ce réseau 10.0.0.0 n'est pas connu de ce routeur-là, n'est pas connu d'aucun de ces PC-là, et il est hors de question d'en changer. C'était c'était la règle que je ne voulais pas que l'on modifie. C'est la contrainte. Donc, ce réseau-là est inconnu de ce réseau-là, et de ses équipements, et en l'occurrence de son routeur. Donc c'est d'ailleurs pour ça, je vous rappelle qu'on est obligé de faire du NAT ici pour sortir. Donc si on fait du NAT pour sortir, on est obligé de faire du PAT pour entrer. Et à ce moment-là, le PAT qu'on fait ici va nous emmener là. Et de là, on va refaire une autre règle qui va nous emmener là. Réfléchissez, regardez, essayez de le faire par vous-même. Dans la suite de ces exercices, je vous inviterai à réaliser cet exercice en changeant toutes les adresses, peut-être même en rajoutant un troisième réseau. Ce serait un exercice assez intéressant. Et en tout cas, très très nécessaire à mon sens. Mais si on est logique et qu'on examine le schéma sans essayer systématiquement toutes les combinaisons, on va vite se rendre compte que comme le socket réseau que l'on vise lorsque nous on est le technicien, c'est forcément ce point-là. De ce point-là, il faut pouvoir aller là et là. Et comme l'application est la même, elle utilise le même port, le 3389, comment on fait pour distinguer les deux PC, c'est-à-dire quand on voudra aller là, qu'est-ce qu'on va faire, et quand on voudra aller là, qu'est-ce qu'on va faire. Il y aura bien une petite nuance au niveau de l'action ici à réaliser par le technicien, et il y aura des règles ici. Une règle qui va nous emmener là, une autre qui va nous emmener là. La règle qui nous emmène là, nous la connaissons. La règle qui nous emmène là, certains d'entre vous doivent se dire, vous peut-être qu'on pourrait faire une règle qui nous emmène là. Mais c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Il est impossible d'aller là, parce que ce PC se trouve dans le réseau 10 et que le réseau 10 n'est pas connu de ce routeur-là. Donc il ne peut pas atteindre le réseau 10. Et c'est pourquoi il est impossible de lui demander de le faire par une règle. On pourrait rajouter une route statique, mais c'est interdit. Donc si je ne viole pas cette interdiction, je ne peux l'emmener que là. Et maintenant, si je l'emmène là, il sera bien nécessaire de rajouter une règle d'interception ici pour l'emmener là. D'où cet enchevêtrement, cette succession de règles. De là, je viens là, de là, je viens là. Donc, on va se refaire une règle. Voilà, je redescends ici dans l'explication.
pour que le routeur R2 puisse faire la distinction entre les bureaux à distance des deux PC à atteindre, alors en fait, là encore, je m'aperçois qu'il y a une erreur dans l'énoncé, et je m'aperçois aussi qu'il est trop tard pour le corriger. C'est pas R2, c'est R1. Mais R2, ça marche aussi, mais lui, il n'a qu'une règle à gérer, tandis qu'R2, il en a vraiment deux, lui. Donc pour que ce routeur puisse faire la distinction entre les bureaux à distance des deux PC, ben, il faudra bien que les deux PC, soit ils utilisent des bureaux à distance différents. Ah, comment des bureaux à distance? On va réécrire une application, on va en installer une nouvelle? Non, l'application elle est là, elle est standardisée, elle est connue, reconnue, elle est normalisée, et est-ce qu'on peut la changer? Alors, pour tout vous dire, oui, mais c'est parfaitement déconseillé. Ici, je dis que c'est pas judicieux. Pourquoi? Parce que cette application est liée à d'autres applications qui, elles, ne seront pas avisées du changement éventuel. Du coup, il y a des choses qui ont pu marcher. Maintenant, est-ce que c'est facile si vraiment vous voulez le faire? Alors, c'est facile quand on sait faire, c'est toujours ce qu'on dit. Si on ne sait pas faire, vaut mieux pas tenter. Vous pourrez trouver de la doc, des infos, des tutos, vous risquez de faire plus d'erreurs et plus de dégâts que de réussir votre manip. Bon, pour vous mettre sur la voie, il faut ajouter une déclaration dans la base de registre, mais je dirais pas où, je dirais pas comment, parce que je pense que c'est pas la bonne idée. Alors, moi, pour contourner ce problème et ne pas tomber dans ce risque de faire n'importe comment, n'importe quoi, je vais inventer et utiliser un port, un numéro de port, mais je vais le faire de manière arbitraire. Arbitraire, ça veut dire que c'est moi-même, c'est par moi-même. Et je prends comme suite logique, au 3389, je prends le 3390, mais en réalité, j'aurais pu prendre le 45250 si ça vous chante. Et ce port, je vais m'en servir pour pousser les données qui viendraient sur ce port-là vers le bon port du routeur R2. Et dans le routeur R2, je vais faire une règle tout à fait standard qui dira tout ce qui arrive ici, tu l'emmènes vers le PC en question, c'est-à-dire vers PC2. Alors, et donc cette règle, là, je l'explique ici, et sur R2, je vais donc rajouter une règle tout à fait standard qui va l'emmener vers les requêtes de PC2. Et après, on va faire nos tests. Alors, on va faire déjà la règle sur le premier routeur. La règle du premier routeur, c'est donc une nouvelle règle. Alors, tout ce qui arrive sur ETH1, je ne fais pas l'erreur de tout à l'heure, quelle que soit l'adresse, le port 3390, ce fameux port arbitraire, je vais l'envoyer vers le deuxième routeur 253 sur le port 3389. Je préfère établir la vérité ici. J'ajoute cette règle, regardez-la. Elle se ressemble, hein. Si on regarde bien, évidemment on voit que les destinations sont différentes, mais on se dit tiens, il y a une machine en 100.253 sur le port 3390. Alors non, cette machine en 100.253, je vais vous la montrer, c'est l'adresse de ce point-là. Alors, regardez, avec le schéma sous les yeux, tout ce qui arrive sur le port 3389 de ce point-là va être dirigé vers cette adresse, sur le port 3389. Première règle, celle de tout à l'heure. Maintenant, deuxième règle, celle de maintenant. Tout ce qui arrive sur le port 3390 de ce point-là est redirigé sur l'adresse 192.168.100.253, port 3389. Donc, je vais bien ici, et je change de port pour, si vous voulez, dans ma logique, rétablir une vérité. Le port 3390, c'est bidon, c'est faux, c'est un mensonge. Je rétablis que c'est 3389. En réalité, je ne suis pas obligé de le faire. Je pourrais m'amuser même à brouiller les cartes, peut-être pour des raisons de sécurité, par exemple. Tout ce qui arrive sur le port 3390 est redirigé vers le port 26256. J'ai dit ça totalement au hasard.
Et le port que j'exprimerai dans cette redirection, je dirai maintenant, attention, tout ce qui arrive sur ce port 26256, sur cette carte-là, est redirigé vers le port 3389, et cette fois-ci je n'ai pas le droit à l'arbitraire de cette adresse IP. Voilà, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Mais je ne vais pas être aussi farfelu que ces ports inventés. Je préfère garder ma suite logique pour que la démonstration soit plus cohérente, plus claire, plus digeste. Tout ce qui arrive sur le port 3390 du routeur de sortie de l'entreprise sera redirigé vers la sortie du deuxième routeur, qui prendra lui-même en charge les données et qui les emmènera. On va faire un test. Avant d'aller plus loin, je ne fais pas la règle manquante sur le deuxième routeur, pardon. C'est-à-dire que cette machine-là, ici, on ne peut pas en prendre le contrôle pour l'instant. On ne peut pas en prendre le contrôle pour l'instant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la règle permettant d'aller jusqu'à elle. Il y a la règle permettant d'aller jusqu'à son routeur, mais il n'y a pas la règle sur son routeur. Mais je vais la faire après. Mais pourquoi je fais ça? Pour faire un oubli volontaire en réalité. Donc regardez, petit rappel. Quand je tape ça, j'accède au premier PC. Et regardez bien d'ailleurs, une petite parenthèse, mais qui a son importance. Si je ne précise pas le port, ça ne change rien. Pourquoi? Tout simplement parce que le port, quand je le précise, c'est que je veux apporter une précision qui n'est pas la valeur par défaut. Mais si c'est la valeur par défaut, associée au protocole et donc au logiciel que j'utilise pour atteindre ce protocole, le protocole du bureau de distance, il utilise toujours 3389. Donc le client que j'utilise ici sous Linux pour accéder au bureau de distance, il s'appelle AirDesktop. Et lui, il est programmé par défaut pour atteindre le port 3389. La seule chose qu'il a vraiment besoin de savoir, c'est l'adresse IP. Je lui donne l'IP, je lui donne pas le port, il va viser le port 3389. Que je le donne pas, ou que je le donne. On voit comme ça. Ça change absolument rien. Maintenant, si je lui précise un port, il va viser ce port-là. Et là, vous voyez, ça ne marche pas. Erreur. Incapable de se connecter. Alors, on va laisser ça de côté quelques secondes, et on sait pourquoi. Alors, retour à nouveau sur le schéma, hein, c'est pas interdit de bien analyser plusieurs fois la même chose. Ici, la règle qui a fonctionné en précisant ou en ne précisant pas 3389, on a bien une règle d'interception qui emmène directement ici. Ensuite, quand je précise 3390, que je viens de faire et constater que ça n'aboutit pas, en fait, je suis arrivé jusque-là. Je ne peux pas le voir dans ma connexion, mais je suis bien arrivé jusque-là. Sauf erreur de ma part, mais je ne me rappelle pas avoir fait de bêtises, et en tout cas pas volontaire. J'arrive jusque-là, mais ce que je n'ai pas fait, et c'était volontaire cette fois-ci, et c'est pas un oubli, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit on va faire le test, mais ça peut pas marcher, on n'a pas fait la règle. Sur ce routeur-là, j'ai fait aucune règle. Donc il ne peut pas atteindre le PC qui est ici. Donc, sur le premier routeur, j'ai fait mes deux règles. Mais, et on va les revoir. Je pense que c'est... on va les revoir ici. Donc sur le premier routeur, j'ai fait mes deux règles. Tac. Mais sur le deuxième routeur, j'ai fait aucune règle. Je vais me connecter sur le deuxième routeur. Donc, routeur virtual server, et aucune règle. On crée la règle. Tout ce qui arrive sur l'interface de sortie du routeur, quelle que soit l'adresse, qui vise en TCP le port 3389, est redirigé vers le PC. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier pour ne pas faire d'erreurs troublantes. Qu'est-ce que j'ai tapé?
trouve là. Je sais pas pourquoi je tape tout ça. 10.0.0.1, c'est bien ça. Donc 10.0.0.1 sur le port 33.89. J'ajoute cette règle. Je ferme. Je vais... alors, comme tout à l'heure, on va faire un test et c'est sans doute le compte administrateur qui va être utilisé. Sauf si, tiens, allez, on va faire une petite variante. On décide de mettre une adresse, enfin un mot de passe au compte user, qui est sans doute la meilleure idée en fait. Donc, on va essayer de le faire là. Donc, user, on voit son nom, hein. Son login c'est user, et on va lui mettre un mot de passe. Et le mot de passe, on va mettre Poséidon. Ne me demandez pas pourquoi. Vous le savez déjà. Voilà. Donc voilà, pour l'expérience, on va ouvrir une fenêtre ou deux un peu caractéristique pour bien distinguer. Voilà, je les superpose comme ça. D'accord. Ça, c'est les fenêtres ouvertes par Monsieur User. Maintenant, je vais sous mon Windows. Et cette fois-ci, je retape la règle. Et le mot de passe. Et vous voyez, alors, c'est pas rangé de la même façon parce qu'il y a une question de géométrie d'affichage. Mais regardez, les fenêtres sont en fait bien là. Il y a une question de géométrie d'affichage. Mais ça, c'est réglable aussi. Hein. Je vais me déconnecter. Je vais fermer la session. Ouais, non, c'est pas comme ça que je vais faire. D'ailleurs, je vais la faire ici. Comme tout à l'heure, un peu de manière brutale. Je vais rajouter le paramètre "-f" pour l'avoir en plein écran. Et bon, ben là, comme entre temps j'avais bougé les fenêtres, elles sont plus tout à fait dans l'état initial, mais là vous les voyez. Et alors là, c'est bien une connexion distante en fait. On n'en a pas l'impression, compte tenu que je me suis mis en plein écran. Et en fait, c'est bien une connexion distante qui est effectuée depuis mon PC Linux. Et vous voyez, donc c'est la preuve d'ailleurs que ça marche très bien. Ça fonctionne très très bien. Donc la prise de contrôle. Alors, ce que j'avais souhaité faire en fait tout à l'heure, c'était de vous prouver, mais c'est pas une question de preuve pour montrer que je sais le faire ou qu'on a réussi, c'est une question pour montrer que en fait ça marche. Ce qu'on voulait faire, c'était se connecter sur les deux PC en fait, simultanément. Alors ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, c'est juste pour montrer que le système gère bien ces deux règles en fait, c'est ça qui m'intéresse surtout. Donc pour faire ça, je vais connecter en user sur les deux machines. Donc machine numéro 1 c'est celle-ci, et si vous vous souvenez, je m'étais connecté en administrateur parce que lui il n'avait pas de mot de passe. Donc je vais en mettre un. Vous ne devinerez jamais lequel. Et c'est un mot de passe. Donc vous voyez, donc la bleue, et à côté il y avait la rouge, hein, d'accord. La rouge, bon voilà, elle va être comme ça. La rouge, je vais fermer cette fenêtre, voilà, ça va me donner ça. Je vais même fermer toutes les fenêtres de la rouge. Donc, hop, la rouge, et puis donc pour rappel, la bleue, avec cette petite fenêtre ouverte, et puis son navigateur web là en bas, et Fadori réseau éventuellement. Donc, sous Linux là, je vais me connecter à la première machine. Je ne vais pas me mettre en plein écran, sinon j'aurais pas la place de vous montrer l'autre fenêtre. Et pour avoir la main, mais ça c'est complètement en dehors de l'exercice, je rajoute ce petit paramètre sous Linux qui me permet de faire travailler cette action en tâche de fond et récupérer la main tout de suite dès que je vais appuyer sur Entrée. Ici, récupérer la main. Je me log donc, Poséidon, et je suis connecté à la deuxième machine. Je vais la mettre à droite. Et je vais refaire la commande. Cette fois-ci, je ne vais pas préciser le port. Je vais mettre mon petit petite astuce dont je viens de parler. Et Poséidon.
voyez, j'ai la machine bleue ici. Donc maintenant je vais pousser ça, et là vous voyez que le technicien travaille sur les deux machines simultanément. Les deux connexions sont établies depuis le poste du technicien, ce qui veut dire qu'en fait ici, si on reprend le schéma, attendez, je fais des bêtises, si on prend le schéma ici, là, le petit gars qui est là, est en fait connecté à la fois ici et à la fois là, mais pas par la même connexion. C'est vraiment deux connexions faites sur ce routeur là, et grâce aux deux règles, il y a une règle qui l'emmène là, l'autre règle qui l'emmène là, et de là, et la règle qui l'emmène ici. Voilà, donc on a fini cette troisième exercice, et je vous invite, comme suite logique, mais j'aurai l'occasion de vous présenter en fait une proposition d'évolution. Je vous invite à soit refaire totalement en s'inspirant mais en modifiant les éléments, alors sans précipitation, hein, simplement en cherchant à appliquer les principes, les techniques, les technologies, les bonnes pratiques, l'exercice sans le modifiant et en le compliquant. Idéalement, ce qui serait peut-être assez sympa à faire, et à mon sens une très très bonne idée, serait de rajouter ici, là, sur cette branche là, alors c'est un exemple parce qu'en réalité on pourrait le faire ici, sur cette branche là, ou bien les deux, pour les plus courageux, de rajouter l'équivalent d'un réseau comme ça, c'est-à-dire un routeur supplémentaire et un PC supplémentaire. Et là il y a un travail d'analyse et donc de réflexion avant de démarrer quoi que ce soit, parce que il est bien évidemment important de bien organiser son plan d'adresse IP. Et par exemple, l'erreur à ne pas faire serait de reprendre des adresses IP d'un même réseau. Par exemple ici, je ne peux pas rajouter un réseau sur le réseau 10. Alors en fait, je peux le faire, mais je vais me retrouver en difficulté si je veux aller jusqu'à l'étape 3. Et je vais me retrouver en difficulté si je veux aussi et surtout appliquer la contrainte de début qui était tu touches à rien une fois que la config est faite ici. Tu ne modifies pas ni IP, ni masque, ni passerelle, ni route. Et si j'applique et je respecte ce principe, je vais être en difficulté dès que je ferai la bêtise d'utiliser un réseau existant. Alors ni le réseau 10, ni le réseau 192.168.100. Pour être certain que vous maîtrisez, que vous réussissez, que vous parvenez à réaliser par vous-même cet exercice, là il a été détaillé avec un exemple d'adresse IP, ici le réseau 10, ici ce réseau 192.168.100, mais tous les aspects ici qui ont été présentés, j'allais dire, amusez-vous à les modifier. Alors ça peut être, et ça doit être, les adresses IP, les PC, ça pourrait être les applications, pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, on pourrait envisager de rajouter des applications qui occuperaient un port. Alors ça pourrait être par exemple un petit serveur de page web, un petit serveur web ici. On peut installer un serveur web sous Windows. Chez Microsoft il s'appelle 2IS, mais on peut installer des choses qu'on trouve sur internet gratuites, ou un serveur FTP, ou un petit serveur de messagerie. Alors on peut l'installer là, ou bien sur un troisième réseau. Et on peut panacher tout ça. Donc l'exercice, en fait, il peut prendre une dimension un peu plus grande que ça. Et l'objectif qu'il faut se fixer pour continuer à pouvoir en fait utiliser toutes les techniques, technologies et les équipements et donc les configurations nécessaires, c'est toujours en gardant la contrainte de ne pas modifier ça, que tout le monde accède à Internet, quels que soient les réseaux, etc., que vous allez envisager de rajouter,
et qu'un technicien extérieur, quel que soit le PC, il n'est pas forcément là, son PC, il peut être ailleurs, à l'autre bout du monde, visant ce point-là et toujours ce point-là, accède à tous vos services, toutes vos machines, pour y faire les choses que vous aurez prévues par vos règles. Il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur qui consisterait en fait à faire, et de toute façon elle n'est pas aussi facile à produire que ça, cette erreur, mais à faire que tout devient accessible, tout est ouvert. C'est-à-dire en fait comme si le routeur R1 était supprimé. Mais c'est aberrant et c'est hyper dangereux et ça n'a aucun sens. Et il ne faut pas non plus chercher à contrer la demande, c'est-à-dire en fait à dire moi je vais essayer d'y arriver d'une autre manière, parce que là on part dans d'autres technologies, on ne fait plus le même exercice. Je pense notamment à dire mais il serait par exemple assez intéressant de mettre un VPN en place. Et ensuite, une fois que c'est en place, on n'a plus besoin de faire des règles. Alors rien que le fait de vous dire ça, si vous n'en savez pas plus sur le VPN, vous êtes peut-être déjà tenté de le faire. Vous serez tenté de le faire. C'est pas l'objectif de cet exercice et il faut surtout pas mélanger les choses. Le VPN offrirait peut-être certains avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients et surtout énormément de contraintes. Donc non, c'est pas ce qu'on veut faire et ça produira pas les mêmes effets. Nous, on veut vraiment des connexions dédiées. Pour des raisons de sécurité, ces connexions, si elles sont bien réalisées, elles vont être très très fiables, très très sûres. Voilà. Donc, voilà la fin de cet exercice en étape 3. Et bon courage à tous ceux, toutes celles qui vont suivre mon conseil d'extrapolation de cette architecture. Il n'y a pas de limite à se fixer là-dessus, ni en durée, ni en complexité. Faites les choses dans l'ordre, par étapes. Ne copiez-collez pas de l'existant en se disant, ben voilà, au moins j'ai une base sûre, je l'ai vu fonctionner, je vais juste me contenter d'eux. C'est bien, mais c'est pas enrichissant et c'est pas forcément se rendre service, vous rendre service à vous, que l'envisager. Il n'y a pas, je dirais, d'impératif de réussite ni dans un temps donné, c'est-à-dire c'est pas minuté. Ce qu'il faut c'est réaliser, quoi. Réaliser. Et si on réalise et que ça marche pas, diagnostiquer et tenter de comprendre et tenter d'apporter des solutions. Et si ça va toujours pas, essayer de remédier par de l'aide, des questions, mais surtout pas se dire bon ben ça c'est bon, je l'ai vu, on passe à autre chose. Voilà, donc mes petits conseils de fin d'exercice. Maintenant, prochaine étape, exercice numéro 4, qui ne sera pas forcément lié exactement à ça. Enfin, dans l'exercice numéro 4, mais il n'est pas dans cette suite logique. Je m'appuierai sur cette même architecture et je vais essayer de l'améliorer pour apporter du service au sein de mes deux réseaux ici.